Bien, donc bonjour tout le monde, merci d'être venu m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, surtout que c'est la première fois que je donne une conférence à Nantes, donc c'est vraiment cool. Avant de commencer, je vous informe que mes slides sont en ligne à l'adresse a42.fr/devfest, si ça peut vous permettre de suivre plus facilement. De toute façon, j'ai a priori tweeté le lien et vous le retrouverez à la fin, donc vous inquiétez pas, ne soyez pas en stress, il y a plein de liens et tout, mais vous retrouverez ça facilement. Donc, je m'appelle effectivement Marie Guillaumet, je suis web designer et intégratrice et actuellement je suis aussi consultante et formatrice en accessibilité numérique chez Access 42. Access 42, c'est une société coopérative et une entreprise solidaire d'utilité sociale spécialisée en accessibilité numérique. Elle est basée à Paris, mais moi je travaille depuis Rennes à 100% en télétravail. Donc concrètement, on propose de l'accompagnement, du conseil, on réalise des audits et on donne plein de formations en accessibilité. On en a forcément une qui est adaptée à votre profil et on propose aussi des formations sur mesure. C'est aussi Access 42 qui a rédigé la version actuelle du référentiel légal français en matière d'accessibilité numérique, dont l'abréviation est le RGAA3, mais j'y reviendrai dans un instant. Ah oui, et puis ça c'est mon chat, Gérard, mais c'est une chatte en fait. Donc, je suis là pour vous parler de typographie et d'accessibilité. Alors, quand on est designer ou intégrateur, intégratrice, en tout cas qu'on fabrique des interfaces, on n'est pas typographe. Ce sont deux métiers bien distincts. Cependant, le travail typographique est une dimension importante de notre travail qui consiste à concevoir des interfaces qui soient à la fois utiles mais aussi respectueuses des personnes qui les utilisent. Dans ce contexte, il est nécessaire que la typographie soit soignée. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. D'autant plus qu'on estime que la lecture sur écran est 25% plus lente que la lecture sur papier. Les personnes handicapées en particulier ont des besoins spécifiques en matière de lisibilité sur le web. Pour elles, c'est particulièrement crucial, notamment pour les personnes déficientes visuelles, mais aussi les personnes qui ont des handicaps cognitifs, comme les troubles 10, la dyslexie et tout, mais je vais y revenir aussi. Et pour aborder la question de la typographie, pour la rendre plus accessible, essayer d'affiner tout ça, il faut impérativement placer les utilisatrices et les utilisateurs au cœur de notre réflexion pour pouvoir proposer des solutions bien adaptées pour bien comprendre leurs besoins. Voilà, donc c'est ça qu'on va voir ensemble, comment affiner les choix qu'on fait pour le web. Normalement, à la fin, il y aura encore un peu de temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas, gardez vos questions pour la fin. Et si jamais il n'y a plus de temps ou si prendre le micro est trop impressionnant, ce que je conçois très bien, n'hésitez pas à venir me voir à la pause. Je suis grande, mais je ne mords pas, a priori. Alors, avant tout, je vais revenir sur la notion d'accessibilité du web. L'accessibilité du web, c'est un droit fondamental, c'est le droit fondamental pour les personnes handicapées de consulter, de comprendre et d'interagir avec le web, mais aussi d'y contribuer, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement passives à lire des contenus, mais qu'elles peuvent y contribuer comme tout à chacun. Quand on parle d'accessibilité numérique, on attend que chacune et chacun puisse utiliser les outils numériques qu'il ou elle veut. La plupart d'entre nous avons l'habitude d'utiliser un clavier et une souris, mais il y a des personnes qui utilisent exclusivement soit l'un, soit l'autre, et d'autres encore qui n'utilisent ni l'un ni l'autre. Il y a en effet tout un ensemble de technologies d'assistance, par exemple les lecteurs d'écran, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont principalement utilisés par les personnes aveugles, mais il y a aussi des loupes d'écran pour les personnes très malvoyantes, des claviers adaptés pour les personnes qui ont des handicaps moteurs. Il y a aussi des mécanismes d'eye tracking, etc. Enfin, il en existe plein de sortes. Alors, je trouvais intéressant de revenir un instant sur la définition légale du handicap. Un handicap, en fait, c'est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc quand on dit que le handicap est subi dans leur environnement par les personnes handicapées, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, elles se retrouvent en situation de handicap parce que le design que nous concevons, que nous contribuons à concevoir, n'est pas accessible, n'est pas adapté pour pallier leurs difficultés.
Toujours pour ajouter un peu de contexte, il faut savoir que le handicap en France, ça concerne beaucoup de monde. Il y a 1 personne sur 10 qui se considère handicapée et 1 personne sur 5 qui est limitée dans ses activités. Donc, grosso modo, ça représente 12 à 15 millions de personnes, soit environ 20% de la population. Mais il faut prendre ces chiffres avec des pincettes, déjà parce que ces statistiques sont incomplètes et commencent à dater, mais aussi parce que ça ne tient pas compte des personnes qui sont effectivement limitées, qui ont des limitations, mais qui ne se considèrent pas handicapées, ni des personnes qui ont aussi des limitations, mais qui ne sont pas reconnues officiellement comme des personnes handicapées. Et ça ne tient pas compte non plus des handicaps temporaires. Par exemple, si vous vous cassez le bras, c'est un handicap temporaire, mais ça ne fait pas de vous une personne handicapée au sens légal du terme. Donc ces chiffres montrent que les personnes qui considèrent encore que le handicap et l'accessibilité ne concerneraient que quelques personnes isolées se trompent. Alors, l'accessibilité numérique va répondre à des besoins de tout un tas de handicaps très variés. Il y a d'abord les handicaps physiques et sensoriels. Donc, par exemple, les handicaps visuels, donc tout ce qui concerne les problèmes liés à la vue, c'est vraiment des déficiences très variées. Il peut s'agir de déficiences du champ de vision, la sensibilité à la lumière, des problèmes de perception des couleurs, par exemple le daltonisme, des problèmes de perception des contrastes, ce genre de choses. Il y a aussi les handicaps auditifs, donc c'est une perte totale ou partielle de l'ouïe. En général, pour répondre aux besoins de ces personnes-là, on va veiller à transcrire les contenus sonores sur le web, donc tout ce qui est vidéo, podcast, etc. L'accessibilité répond aussi aux besoins de certaines personnes handicapées moteurs, plus précisément les personnes qui ne peuvent pas se servir de leurs mains ou qui ont des problèmes de coordination de leurs mains et de leurs bras. Donc ça concerne les personnes tétraplégiques, mais aussi les personnes atteintes de certaines maladies comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques. Il y a un autre aspect de l'accessibilité numérique qui est très intéressant et qui est en général bien moins connu et bien moins abordé, c'est le handicap mental. Alors en fait, derrière cette appellation, on regroupe à la fois des handicaps intellectuels, des handicaps cognitifs du type trouble 10 et des handicaps psychiques. Et enfin, l'accessibilité répond aussi aux besoins des personnes qui ont des polyhandicaps. Donc ça, c'est quand une personne cumule à la fois un handicap moteur ou sensoriel et un handicap mental. Et l'accessibilité répond aussi aux personnes qui ont des troubles de santé invalidants. Donc, ok, on a évoqué les différentes catégories de personnes, on voit que ça touche une grande variété de gens, mais il faut bien garder à l'esprit que chaque personne est différente. Les personnes handicapées sont avant tout des personnes, elles ont des préférences, elles utilisent des outils spécifiques, etc. Donc, ce que vous allez mettre en place qui va être utile pour certaines ne sera pas forcément utilisé pour les autres, etc. Donc c'est ça que moi je trouve passionnant dans ce domaine de l'accessibilité, c'est que ça consiste à trouver, à mettre en place toute une myriade de solutions, de contournements, d'alternatives pour que chaque personne puisse naviguer de la manière la plus confortable possible, avoir accès à l'information, quelles que soient ses caractéristiques personnelles et ses outils de prédilection. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'accessibilité est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui est écrit dans la loi française depuis 2005 et également dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU qui a été émise en 2006 et que la France a ratifiée en 2010. Concernant l'accessibilité numérique, il y a 2 textes de référence à connaître. Il y a d'une part les règles pour l'accessibilité des contenus web, qui est une spécification internationale émise par le W3C. Donc l'abréviation, en général, on la prononce WCAG. C'est un peu bizarre, mais on s'y fait. C'est aussi reconnu comme une norme ISO. C'est rédigé en anglais, mais il existe des traductions dans toutes les langues de l'Union européenne, dont le français. Et la version actuelle, en fait, vient juste de sortir, je crois que c'était en juin, c'est la version 2.1 des WCAG. Et elle contient 17 nouveaux critères qui pallient des choses qui manquaient sur la version précédente et qui adressent des nouvelles problématiques, notamment concernant le mobile, la basse vision, des troubles cognitifs et des difficultés d'apprentissage. Et en France, on a en plus de ça
Un référentiel qui est le référentiel général d'accessibilité pour les administrations, dont l'abréviation est RGAA, mais en général on dit RGA pour plus de simplicité. C'est la référence légale depuis 2009. Alors concrètement, ce n'est pas des critères en plus, c'est une méthode qui permet de vérifier si un site respecte bien les WCAG. C'est une méthodologie. Donc il y a toute une méthodo qui est très utile et qui permet de vérifier de manière assez simple si tel ou tel critère d'accessibilité est bien respecté. Si je vous dis que les RGA descendent d'AccessiWeb, ça vous dira peut-être un peu plus quelque chose. Et sa dernière mise à jour date de 2017. Donc il existe plein de ressources en ligne adaptées à chaque profil. Il y a notamment des guides métiers autour du RGA qui peuvent vous intéresser, notamment un guide pour les concepteurs et les conceptrices. Voilà, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Alors, chaque critère d'accessibilité a un niveau. En fait, il existe 3 niveaux d'accessibilité. Il y a le niveau A, qu'on appelle aussi le niveau simple A, le niveau double A et le niveau triple A. En fait, chaque critère, enfin le calcul, si vous voulez, pour définir tel ou tel niveau, c'est un savant calcul entre le besoin d'accès à l'information, le confort pour accéder à cette information, mais aussi le travail technique que ça va demander derrière pour la mise en place du critère. Donc le niveau A regroupe les critères les plus indispensables à l'accessibilité. Ils permettent vraiment l'accès à l'information, on va dire un peu brute de pomme, ils sont vraiment indispensables. Le niveau AA, quant à lui, vient rajouter du confort, c'est-à-dire qu'on va aider davantage l'utilisateur, on va le guider davantage pour que son expérience soit plus confortable. Et le niveau AAA, ah oui, j'ai oublié de dire, le niveau AA, c'est le niveau légal à atteindre. C'est-à-dire que pour qu'un site soit considéré comme accessible, il doit respecter les critères de niveau A et AA qui sont applicables au site en question. Et enfin, le niveau AAA, donc là, c'est des critères facultatifs qui répondent à des besoins plus spécifiques, notamment les besoins liés au handicap mental. Et il s'avère que la plupart, enfin, de nombreux critères dont je vais parler concernant la typographie sont souvent de niveau AAA. Donc, gardez à l'esprit que si vous appliquez des critères de niveau AAA, c'est super, mais rien ne vous oblige de le faire. Cependant, si à côté de ça, vous ne surveillez pas, les critères de niveau A ou AA ne sont pas appliqués, ce sera un peu un coup d'épée dans l'eau. Voilà, parce que comme j'ai dit, les niveaux A et AA sont vraiment indispensables. Alors, au-delà de l'obligation légale d'accessibilité, il y a aussi un devoir moral à produire et à fabriquer des interfaces accessibles. Nous avons le pouvoir, chacune et chacun d'entre nous, de détruire les barrières auxquelles se heurtent les personnes handicapées quand elles essayent d'utiliser nos produits. Nous avons ce pouvoir, mais on a aussi cette responsabilité d'y penser, d'avoir le réflexe de l'accessibilité à chaque étape, à chaque décision qu'on prend. Donc j'aimais bien ce tweet de Billy Gregory, qui est un expert accessibilité canadien, et qui en gros disait que si on ne considère pas tous les utilisateurs, sous-entendu si on ne pense pas inclure les personnes handicapées dans notre réflexion en conception, alors notre UX sucks. Quel crin. Donc j'en reviens à la typographie. Donc concrètement, les efforts qu'on va faire sur l'accessibilité concernant la typographie va servir en priorité à 2 types de handicaps invisibles. C'est-à-dire que 80% des handicaps ne se voient pas sur la tête d'une personne. Donc il y a d'une part les handicaps visuels dont j'ai déjà parlé, donc ça regroupe une myriade de déficiences liées à la vue, mais aussi d'autre part on va répondre aux besoins des personnes 10. Alors un trouble 10, c'est un trouble neurologique durable qui affecte certaines fonctions cognitives. Ce n'est pas un handicap intellectuel, c'est juste un fonctionnement un peu différent d'un cerveau. Donc, parmi les grands troubles 10, on retrouve la dyslexie et la dysorthographie. En gros, les personnes dyslexiques ont du mal à lire, on rencontre des difficultés à lire et à écrire. Il y a aussi des troubles déficitaires d'attention avec ou sans hyperactivité. La dyspraxie de type dyspraxie visio-spatiale. Alors la praxie, c'est tout ce qui concerne les gestes. Donc les personnes dyspraxiques ont des problèmes de coordination de leurs gestes et de leur perception visuelle. Sur le web, ça va aussi entraîner des difficultés de lecture.
La dysphasie, ça va concerner le langage, c'est-à-dire que les personnes dysphasiques vont avoir du mal à s'exprimer à l'oral et à comprendre ce qui est dit. Sur le web, elles peuvent buter sur des mots abstraits ou sur des consignes trop complexes ou trop longues, notamment dans les formulaires. Il y a aussi la dyscalculie qui concerne toutes les difficultés vis-à-vis des chiffres, qui entraîne aussi des difficultés de lecture, et les troubles mnésiques, dont c'est tout ce qui a un rapport à la mémoire. J'ai donné une conférence à FLUPA en juin où je m'intéresse davantage aux troubles 10. Si ça vous intéresse, j'ai mis l'URL vers mes slides. Voilà. Donc j'ai fini cette longue introduction. Donc on va voir ensemble 3 points. On va commencer par l'infiniment petit au niveau de la microtypographie. Ensuite, on va s'intéresser à la composition de la page et à la hiérarchie visuelle avec la macrotypographie. Et à la fin, on fera un petit point sur quelques effets décoratifs à rendre accessibles aussi. Et ouais, il faut vraiment que je boive parce que j'ai trop chaud là. Je transmettrai. Donc, on va commencer par la microtypo, donc s'intéresser aux caractères, aux mots et aux lignes. Alors, il est particulièrement intéressant de travailler, en général, le premier réflexe quand on veut travailler sur la typographie, c'est évidemment la taille des caractères. Pour une personne déficiente visuelle, ça va être indispensable de pouvoir avoir le contrôle sur la taille des caractères. Et pour certaines personnes dyslexiques, la taille de texte va aussi influer sur les difficultés éventuelles de lecture qu'elles vont rencontrer. Seulement, il y a 3 problèmes. D'une part, quand vous êtes designer ou inté, etc., et que vous récupérez une charte graphique, la taille du corps de texte est souvent déjà fixée et vous ne pouvez pas forcément la changer. D'autre part, il n'existe pas de taille de texte idéale. Quelle que soit la valeur que vous choisissiez, il y aura toujours des gens qui trouveront ça trop petit ou trop grand. Et enfin, ce moment gênant où tu ne te rappelles plus de ton 3e point, ça va me revenir, je suis vraiment désolée. Si, la hiérarchie visuelle. Merci mon cerveau. En graphisme, on utilise aussi les différentes tailles de texte pour hiérarchiser visuellement les contenus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en sorte que tous les textes soient tous très grands. Ce n'est pas possible, ce serait incompréhensible. Donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas de taille de texte idéale. Ce qui est important, quelle que soit la taille de texte prévue dans les maquettes, c'est niveau intégration CSS de bien déclarer les tailles de texte avec des unités relatives. Donc concrètement, ça concerne la propriété font size. En CSS, il faut absolument utiliser des unités relatives du type EM ou REM et surtout pas des pixels. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut permettre aux utilisateurs qui en ont besoin de pouvoir zoomer ou dézoomer, mais en général surtout zoomer, les textes à leur convenance. Et c'est surtout que dans votre navigateur, enfin les navigateurs que les personnes utilisent, il y a des réglages typographiques qui permettent de dire que, par exemple, si 16 pixels c'est une taille trop petite, c'est la taille par défaut des navigateurs, on peut l'augmenter pour que toutes les pages web par défaut affichent le corps de texte dans une certaine taille. Si vous intégrez bien vos font size avec des unités relatives, à ce moment-là, votre site s'adaptera bien au réglage de l'utilisateur. Donc faites attention quand même, les boutons A+, et A- qu'on voit des fois sur certains sites ne sont pas des méthodes valides. Enfin, je veux dire, votre site ne sera pas conforme RGA si vous mettez ça en place. Et je vous conseille aussi, donc, sur le critère RGA, on parle vraiment du font size, c'est vraiment ça qui est important. Mais je vous conseille aussi de déclarer vos interlignes, line8, avec des unités relatives. Mais là, ça peut être plus simple, simplement d'utiliser des valeurs sans unité du type line8 1.5. Voilà. Alors, pendant longtemps, les EM ont fait très peur. Mais bon, aujourd'hui, j'estime qu'il n'y a plus vraiment de raisons ou d'excuses pour ne pas s'y mettre. Avec les préprocesseurs CSS, il existe plein de fonctions qui simplifient le travail. Vous pouvez rentrer directement dans vos fichiers SAS, par exemple, des valeurs en pixels, et ensuite la moulinette vous ressort du EM derrière. Il ne faut pas que je fasse tomber ce petit meuble. D'autant que sur le net, il y a plein d'articles qui abordent ces questions avec beaucoup d'exemples et de conseils. Donc, pareil, je vous laisserai aller voir tout ça dans mes slides.
Une autre façon de ne pas bloquer le zoom et donc de permettre aux personnes qui en ont besoin, encore une fois, les malvoyants, les grands malvoyants, les personnes déficientes visuelles qui ont vraiment besoin de zoomer énormément le texte, c'est de soigner la méta viewport. En fait, en fonction de la façon dont vous rédigez cette méta, vous pouvez complètement bloquer le zoom sur mobile et ça peut être très très bloquant. Donc, idéalement, n'utilisez pas maximum scale égale 1.0 et user scalable égale no, avec mon meilleur accent anglais, parce que ça, justement, ça va bloquer le zoom et ça va bloquer, comment dire, ça ne va pas aider vos utilisateurs. Alors juste pour préciser, ça c'est pas une recommandation de RGA, mais c'est en train de faire son apparition dans WCAG 2.1, donc c'est un point qui va commencer à être vérifié. Alors, on va aussi faire attention en termes de typographie accessible sur la largeur des blocs de texte, c'est-à-dire la longueur des lignes. Le RGA estime donc c'est au niveau AAA, donc attention, c'est pas du tout obligatoire, hein, mais j'en parle parce que je pense que c'est intéressant. Le RGA considère qu'au-delà des lignes de 80 caractères, ça peut poser des problèmes d'accessibilité. Par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de champ de vision, soit parce qu'elles n'ont pas de vision centrale ou périphérique, et aussi parce que sur mobile, ça peut déclencher... si le responsive n'est pas bien géré, des lignes trop longues qui vont forcer l'utilisateur à utiliser la scroll bar horizontale. Donc autant vous dire que pour une personne qui est handicapée moteur, ça va demander énormément de manipulation et donc vraiment ralentir sa lecture de la page et nuire à son expérience utilisateur. Des lignes plus courtes facilitent la lecture. Globalement, on conseille de composer des blocs de texte plutôt aérés et courts pour faciliter le déchiffrage d'un texte. Et c'est aussi important pour les personnes qui utilisent des loupes d'écran, là encore, parce qu'on veut leur éviter l'effort de devoir naviguer de manière horizontale, ce qui est très pénible. Alors, une des solutions que vous pouvez mettre en place si vous voulez... vous assurez que vos textes sont jamais trop longs. Là encore, c'est pas obligatoire de le faire. C'est une suggestion. C'est d'utiliser la propriété CSS max width avec l'unité CH. Donc l'unité CH, en fait, elle décrit la largeur d'un caractère typographique. Donc, je disais que pour le RGA au niveau AAA, c'est 80 caractères qui est considéré comme la limite. Mais en général, les personnes qui font de la typographie, il y a eu plein d'études de lecture sur ça. En général, une valeur correcte se trouve plutôt entre 55 et 65. Bien sûr, c'est à adapter au cas par cas, surtout en fonction du type de caractère typographique que vous utilisez, c'est-à-dire la police, la taille, etc. Vous n'aurez jamais un réglage magique qui va s'appliquer à tous les textes de votre site, c'est impossible. Déjà, entre un titre et du corps de texte, en général, les valeurs changent, etc. Bref, ça demande un travail un peu fin de design. Sinon, il y a une autre solution, c'est d'avoir un site responsive, bien sûr, parce qu'a priori, dès qu'on redimensionne l'écran, les lignes réduisent, la largeur des lignes se réduit, et donc dans ce cas-là, l'utilisateur peut vraiment régler de la façon qui est la plus confortable pour lui. Alors, sur le choix des caractères typographiques, c'est-à-dire des polices de caractères elles-mêmes, il n'y a aucun critère d'accessibilité qui vous dit ce que vous devez faire. Vous êtes totalement libre de choisir ce que vous voulez. Cependant, il y a quelques bonnes pratiques qui existent. Il est plutôt conseillé pour faciliter la lecture sur le web de choisir des caractères faciles à identifier. Par là, j'entends des caractères auxquels sont déjà habitués les utilisatrices et les utilisateurs, parce qu'apparemment, la lisibilité, la facilité de lecture aurait beaucoup à voir avec les habitudes de lecture. Donc les polices WebSafe de type Verdana, Arial, Taoma et Trébuchet seraient a priori un choix assez sensé, puisque c'est des polices qu'on trouve beaucoup sur le net depuis la nuit des temps d'Internet. Là, je vous ai mis des petits tests. Alors, je ne sais pas exactement, c'est pas vraiment un acronyme, il doit y avoir un mot très technique, mais je ne m'en rappelle plus. En gros, c'est une suite de caractères. Donc, il y a un I minuscule, un I majuscule, un L minuscule, un L majuscule, un 0, un O minuscule et un O majuscule. Et quand vous les mettez les uns à côté des autres, donc vous changez la police pour voir, en fait, et ça vous permet de voir si les caractères sont bien distinguables. Non,
Ça ne se dit pas du tout. S'il est facile de distinguer les caractères entre eux. Par exemple, dans Arial, on voit que le I majuscule et le L minuscule sont similaires. Donc là, typiquement, pour une personne qui a des difficultés de lecture, ça va être encore plus dur de comprendre quelle lettre est laquelle, etc. Bon, c'est une petite astuce, tout simplement pour voir quels sont les glyphes qui sont les plus susceptibles de se ressembler. Si ce genre de recherche vous intéresse, je vous conseille le livre d'Aurélien Foutoyer, Typo et Web, qui est vraiment bien. Alors, je vais parler un peu de la dyslexie. Alors, la dyslexie, comme j'ai dit, c'est des difficultés à reconnaître les caractères. C'est, comme je disais, un fonctionnement différent du cerveau. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vous montre cet objet, vous voyez bien que c'est une chaise. Si je vous montre celui-ci, vous voyez bien que c'est une chaise qui a été retournée. Si je vous montre ça, là, c'est une autre zone de votre cerveau. C'est plus la zone des objets qui va intervenir, mais la zone du langage. Et votre cerveau va tout de suite vous dire, bah oui, c'est un B minuscule. Si je vous montre ça maintenant, là, a priori, votre cerveau va vous dire, bon, bah, c'est la lettre Q minuscule, plutôt que c'est la lettre B minuscule qu'on a retournée. Pour les personnes dyslexiques, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'a priori, ce serait plutôt la zone dédiée aux objets qui serait utilisée lorsqu'elles lisent. Donc, elles vont mettre un petit peu plus de temps à identifier les caractères. Elles vont d'abord voir, a priori, un rond avec une barre et faire un petit travail mental. Évidemment, là, je le décris de manière un peu poussive, mais ce qui peut expliquer pourquoi elles mettent un peu plus de temps à lire. Alors, il existe des polices adaptées à la dyslexie qui peuvent répondre aux besoins de certaines personnes dyslexiques qui sont habituées à les utiliser. J'insiste lourdement parce que la dernière fois j'ai donné cette conférence, après on m'a reproché d'avoir parlé de ça, mais il faut savoir que ces polices existent et qu'elles répondent à certains besoins. Il y a certaines personnes qui s'en servent. Évidemment, pas tout, not all dyslexiques en gros. Il y a des personnes dyslexiques qui les trouvent horribles, etc. Mais certaines personnes les utilisent. Donc je pense que c'est quand même pertinent d'en parler. Donc, je vous ai parlé des polices sans empattement, Verdana, Arial, etc., qui sont a priori un peu plus lisibles que celles avec empattement. Mais pour les personnes dyslexiques, les polices sans empattement ne sont pas toujours assez... leur tracé est encore trop régulier dans certains cas, et c'est pour ça que des polices comme Open Dyslexic ont été dessinées, parce qu'en en fait, elles ont des pleins plus prononcés sur la partie inférieure des glyphes. Et donc, si jamais on retourne, en gros, pour reprendre l'exemple précédent, bah là, il n'est plus vraiment possible de pouvoir confondre les différents caractères. Donc, encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, mais il y a des personnes à qui ça va vraiment faciliter la vie. Donc, une des solutions qui existent en accessibilité, c'est de mettre à disposition des utilisatrices et des utilisateurs ce qu'on appelle un style switcher. C'est à peu près aussi vieux comme le début des internets. Un sélecteur de style qui, en général, se trouve dans l'entête d'un site avec un bouton accessibilité. Et lorsque l'utilisateur le déclenche, ça peut afficher par exemple une petite fenêtre modèle avec différents réglages d'accessibilité qu'il ou elle peut faire. Donc là, par exemple, c'est le site d'Accor Hotel Group où un tel style switcher a été mis en place et vous pouvez voir qu'effectivement, l'utilisateur peut choisir d'adapter la police avec une police de type Open Dyslexic. Et donc, dans ce cas-là, quand l'utilisateur active cette option, tous les textes du site, quelle que soit leur police initiale, passent en Open Dyslexic. Voilà. Et évidemment, il y a un petit cookie qui fait que à chaque fois que la personne reviendra sur ce site, tous les textes seront correctement composés selon ses propres réglages. Comme ça, ça permet de faire un compromis entre le style général du site. Il est évidemment impensable d'appliquer Open Dyslexic par défaut sur un site web et donc de répondre à certains besoins utilisateurs très précis. Donc pour récapituler, privilégiez plutôt les polices sans empattement sur les corps de texte. Faites attention aux italiques et aux capitales, parce que ça aussi, il y a eu des études qui ont montré que les personnes dyslexiques butent plus facilement dans ces cas-là. Évitez si possible de multiplier le nombre de polices utilisées sur une interface.
Et si possible, laisser les personnes dyslexiques qui en ont besoin de personnaliser l'interface avec une police adaptée. Alors j'ai de nouveau soif, effectivement. Il me reste 15 minutes. Très bien. Alors, maintenant, on va se pencher sur la macrotypographie, c'est-à-dire plus la composition de la page et la hiérarchisation visuelle, mais aussi l'alignement des textes, surtout les justifications dont on va parler. Alors, il est aussi important de faire attention à l'espace entre les lignes et les paragraphes. Quand vous composez des blocs de texte trop massifs, ça peut là aussi constituer un obstacle pour les personnes 10, en particulier pour les personnes dyspraxiques qui risquent de ne pas bien s'y retrouver une fois qu'elles sont arrivées à la fin d'une ligne et qui risquent de passer à la ligne précédente ou de sauter des lignes. Donc évidemment, si à chaque fois elles doivent se reprendre, elles doivent reprendre leur lecture, là aussi ça peut leur faire perdre beaucoup de temps. Donc, veillez à choisir un interligne qui soit suffisant. A priori, selon le RGA, cette interligne idéale serait 1,5 fois égale à la taille de la typo. Donc, si votre texte est de 16 pixels, ça ferait un interlignage de 24. Bon, je parle en pixels, mais bien sûr, ce serait exprimé en unités relatives dans votre CSS. Alors, ça peut être beaucoup, hein. Ça peut être tentant quand on est face à ce genre de critères de dire « Hey, mais du coup, sur tous mes projets de design, je vais systématiquement choisir un interligne qui est 1,5 fois équivalent à la taille de texte. » Mais vous verrez qu'en fait, en fonction de la police choisie, de la taille des caractères, etc., 1,5 fois, c'est souvent beaucoup, quoi. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez aussi choisir de passer ce réglage-là via un style switcher pour permettre aux gens qui en ont vraiment besoin, qui ont vraiment besoin que les lignes soient bien espacées, de rajouter cette petite surcouche CSS sur tous les textes de votre site. Et il y a aussi une autre recommandation qui concerne l'espace entre les paragraphes eux-mêmes, qui, lui, devrait être équivalent à au moins 1,5 fois la taille de l'interligne. Donc, histoire de bien tout espacer. Voilà. Donc, sur le site d'Access42, access42.net, on a mis en place aussi un sélecteur de style et on a justement un réglage pour les personnes qui en ont besoin qui concerne l'interlignage. Donc, typiquement, voilà, c'est quand l'utilisateur ou l'utilisatrice va activer ce réglage-là, on augmente tous les interlignages avec une surcouche CSS pour qu'ils passent à 1.5. Alors, l'alignement des textes. Il y a une espèce de légende urbaine depuis longtemps qui dit que « oulala, pour l'accessibilité, il ne faut surtout pas justifier les textes ». Ceci est un mensonge. Il n'y a rien niveau accessibilité qui interdit qu'on puisse justifier les textes. En réalité, la justification peut être utile dans certains cas, par exemple les mises en page en colonne. Donc, ça n'aurait absolument aucun sens de l'interdire formellement. Par contre, c'est vrai que, comme je le disais, c'est très lié au problème de l'interligne. Ça peut créer, sur des textes justifiés, créer des gros blocs de texte très massifs qui vont empêcher les utilisateurs sur le web de scanner le contenu et de lire en diagonale. Donc, dans ces cas-là, niveau accessibilité, c'est évidemment mieux si vous pouvez ne pas justifier, mais si vous voulez le faire, faites-le. Juste donner un moyen aux utilisateurs de pouvoir annuler sa justification et de repasser par exemple en alignement ferré à gauche. Voilà, en gros. Si jamais le sujet de la justification sur le web vous intéresse, je vous conseille un article qui a été publié sur le blog Typographisme que j'ai mis en lien, très bon blog, et qui explique aussi toutes les difficultés techniques à obtenir une justification qui soit homogène d'un navigateur à un autre. Parce que le problème de la justification sur le web, c'est que ça crée souvent des lézardes, c'est-à-dire des espaces aléatoires entre chaque mot, et ça aussi, ça n'aide pas à créer un rythme régulier de lecture et donc à faciliter la lecture pour les personnes qui ont du mal, qui rencontrent des difficultés à lire des blocs de texte justifiés. Une autre façon d'améliorer la lecture sur le web, c'est de faire attention au contraste de couleurs que vous utilisez. Donc, il y a des rapports précis qui sont définis par RGA.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est des rapports... à l'oral, ça passe très très mal. Hein. Par contre, je vous ai mis un lien direct vers le critère RGA qui explique tout ça très bien. Donc, il faut savoir que les rapports de contraste, pour qu'ils soient accessibles, ils vont varier en fonction de la taille du texte, mais aussi de la graisse du texte. Donc, je vous laisserai aller voir tout ça. Il y a une exigence sur les contrastes, à la fois sur les textes HTML, mais aussi pour les textes qui sont présents dans les images. Donc, typiquement, si vous avez des bannières avec du texte en image, etc., c'est soumis, il faut faire attention au contraste aussi, mais aussi les textes incrustés dans les vidéos. Parce que, genre, les sous-titres, une personne sourde peut aussi avoir du mal à percevoir les couleurs ou les contrastes. Et la petite nouveauté, dans la nouvelle version de WCAG, c'est que sont désormais concernés aussi les composants d'interface non textuels porteurs d'informations. Alors, pour vous donner un exemple, c'est genre typiquement, imaginez un bouton d'action qui ne contient visuellement qu'une icône, mais pas de texte. Et bien, typiquement, là, le rapport de contraste entre la couleur de l'icône et l'arrière-plan du bouton, il va aussi falloir faire attention au contraste. Alors, là, c'est pareil, si jamais vous avez une charte qui contient, par exemple, du orange et du blanc, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, vous n'arriverez probablement jamais à atteindre un niveau de contraste suffisant sans tomber dans des couleurs absolument abjectes. Donc dans ces cas-là, pas de souci, on a toujours notre petit style switcher à la rescousse. Par exemple, sur le site de Oui SNCF, c'est ce qu'ils ont mis en place. Il y a bien un bouton accessibilité. Donc comme vous, là, je sais pas, vous voyez peut-être pas très bien, c'est un peu petit. Je vous laisserai aller voir sur leur site. Mais leur sélecteur de style est très simple. Pour le coup, il y a juste une option de renforcer les contrastes ou pas. Et donc, quand on fait ça, là, c'est pareil, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien, mais en gros, ça fonce tous les contrastes insuffisants sur le orange et le blanc. Donc là, c'est pareil, je pense qu'il y a un cookie qui se souvient de ce réglage. Pour vérifier vos contrastes, il y a une petite appli gratuite pour Mac et Windows qui s'appelle Color Contrast Analyzer. Elle est simple d'utilisation. En gros, c'est un formulaire avec 2 champs. Vous rentrez deux codes hexadécimaux et l'application vous dit tout de suite si vous êtes conforme au rapport de contraste attendu au niveau AA et AAA. Alors, il y a d'autres points de vigilance niveau macrotypo, contraste, tout ça. D'une part, ça concerne les textes HTML qui sont superposés aux images. Souvent, quand on est en phase de maquette, on prévoit des espèces de cas idéaux où on a choisi la photo stock qui va bien, qui est suffisamment contrastée avec la couleur du texte et tout. Sauf qu'en vrai, dans la vraie vie, les contributeurs vont pas forcément faire aussi attention. Ils ne sont pas toujours formés à l'accessibilité, aux problèmes de contraste de couleur. Donc dans ces cas-là, prenez l'habitude de prévoir une couche translucide de couleur. Comme ça, vous serez sûr que quelle que soit la couleur dominante de la photo d'arrière-plan, votre texte sera suffisamment contrasté. En général, je conseille de même sans photo, mettez un texte blanc, enfin un aplat blanc ou un aplat noir et faites des tests très extrêmes pour être sûr que quelle que soit la photo qui va être contribuée au final, ce sera bon. De même, faites attention aux couleurs des liens dans les blocs de texte. En fait, ce qui pose problème, et on le voit souvent sur le web, c'est quand les liens sont signalés uniquement avec la couleur. Donc, par exemple, là, sur cet exemple, les liens sont signalés avec une espèce de rouge, mais il n'y a pas de souligné. Donc, en fait, le problème, c'est que pour une personne qui ne perçoit pas bien les couleurs, par exemple des daltoniens, certaines formes de daltonisme, cette personne pourrait très bien ne pas percevoir le rouge et donc là se retrouver avec des liens qui sont gris par rapport à une couleur de texte lambda et donc difficilement reconnaître où se trouvent les liens. Donc dans ces cas-là, la solution la plus simple et que je vous conseille, c'est de conserver le souligné des liens. Surtout que pour le coup, vous n'êtes pas obligé de passer par le text underline. Vous pouvez aussi utiliser la propriété CSS border bottom. Donc là, même si la personne perçoit mal les couleurs, la forme du lien, ce souligné, lui permettra de les repérer facilement dans le texte. Si la question
des soulignés de liens vous intéressent, je vous recommande la lecture d'un article de Damien Singer, dont j'ai mis le lien aussi, qui est particulièrement intéressant justement pour créer des soulignés vraiment super jolis. Parce que c'est vrai que souvent les soulignés sont assez atroces, donc je peux comprendre aussi l'envie de les supprimer. Mais en fait, il existe des solutions en CSS pour faire un truc vraiment joli et accessible. Méfiez-vous aussi du rendu des polices font face, en particulier les polices thin, T-H-I-N, les polices bâtons très fines, parce qu'en fonction de la définition de l'écran sur lequel elles vont être affichées, elles peuvent aussi provoquer des problèmes de contraste. Donc là, typiquement, à gauche, enfin, vous voyez bien sur l'image, en gros, c'est ça l'idée. Là aussi, si vous travaillez avec de très bons intégrateurs et intégratrices, ils vont avoir dans leur besace plein de petites propriétés CSS qui vont permettre d'améliorer le rendu typographique précisément. Mais là aussi, c'est un peu un travail d'orfèvre. Donc, si jamais, je pense qu'au niveau en amont de l'intégration, niveau design, il y a un outil gratuit qui est très bien, qui s'appelle Webfont Specimen, que vous téléchargez et en gros, vous faites déjà un appel font face juste en local sur votre ordinateur et ça va vous permettre d'avoir donc une page HTML avec déjà des textes dans toutes les tailles avec la typo que vous aurez choisie et ça vous permettra sur votre ordinateur d'afficher cette URL dans différents navigateurs ou de la passer à vos collègues s'ils sont sur un autre OS, etc. Histoire de déjà détecter s'il va y avoir des problèmes de dessin. Parce que des fois, on tombe sur des polices font face qui ont l'air très jolies comme ça, mais en fait, on se rend compte que quand elles sont utilisées dans des petites tailles, ça pose vite des problèmes de lisibilité. Je suis un peu essoufflée, excusez-moi. Parce qu'il me reste que 4 minutes. Bon, mais ça va, j'arrive à la fin. Donc le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est certains effets décoratifs, plus précisément les alternatives à la forme, la taille et à la position, et le texte dans les images. Alors, on peut avoir besoin de jouer avec le texte, de le déformer. Par exemple, un exemple classique de mise en forme typographique un peu étrange, qui véhicule du sens, c'est les nuages de tag. Bon, ça se fait plus trop, mais je ne connais pas trop d'exemples qui est plus parlant que ça pour le moment. Donc en gros, là, l'idée, c'est de dire, voilà, on a tel tag qui est plus important que tel autre parce qu'il est plus gros. Sauf qu'en fait, ça, c'est vraiment de la mise en forme CSS à laquelle n'ont pas du tout accès les personnes aveugles, par exemple. Elles n'ont pas du tout accès. Elles vont juste voir une liste de liens dans le code HTML, pourvu que ce soit bien codé, mais elles ne sauront pas que tel ou tel lien est plus important ou contient plus d'articles qu'un autre. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention là aussi à fournir des alternatives qui vont bien. Donc par exemple, si vous avez un système d'onglets et vous voulez indiquer que l'onglet est actif, ne jouez pas que sur la couleur ou la mise en forme. Prévoyez aussi que dans le HTML, il y a un petit texte qui dit « onglet actif », quitte à masquer cet élément hors écran avec la méthode CSS qui va bien. Surtout pas display none, parce que sinon ce ne sera jamais lu par les lecteurs d'écran. Voilà. Et là, dans le cas du nuage de tag, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on indiquerait dans l'intitulé même du lien, par exemple, le nombre d'articles qui correspond à ce tag. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est la fin de la conf et je dois me dépêcher. Alors, quand vous avez du texte dans les images, là aussi, il y a des critères d'accessibilité. La problématique est un peu la même, c'est-à-dire qu'une personne aveugle, face à un texte qui est contenu dans une page, dans un fichier image, elle ne va pas y avoir accès. Elle va avoir accès à l'éventuelle alternative de cette image. Mais imaginez que vous ayez scanné la page d'un livre, vous n'allez pas mettre dans le alt de l'image tout le contenu de cette page. C'est pas possible, c'est pas fait pour. Donc, quand la police sur l'image est reproductible en CSS, à ce moment-là, niveau intégration, il faut que vous prévoyiez d'intégrer l'image en HTML et de la reproduire en fait en HTML et CSS, pas juste de mettre l'image telle qu'elle. Bien sûr, si la police n'est pas reproductible, par exemple, vous avez scanné une page, une lettre manuscrite, il est évident qu'il n'existe pas de police font face qui va être adaptée pour reproduire exactement la même chose. Donc là, dans ce cas-là, le critère est non applicable. J'avais plus qu'1 minute 13 pour ma conclusion, c'est cool. Donc,
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est tout à fait possible de concilier design et accessibilité. Quand vous avez un doute, référez-vous au RGA, qui est la référence française en matière d'accessibilité. Il existe des ressources et des tutoriels pour tous les profils. Je vous ai parlé des guides métiers tout à l'heure. Vous verrez, il y a plein d'exemples supplémentaires, que vous soyez dev, JS, inté, concepteur. Il y a même des guides éditoriaux. Donc n'hésitez pas à les faire fouiller là-dedans. On ne peut faire réellement accessible que si on comprend bien les besoins utilisateurs. Donc là, c'est pareil, il existe des guides qui détaillent plus en profondeur les impacts utilisateurs des défauts d'accessibilité, qui rentrent plus dans les détails sur les troubles 10. Il y a aussi un guide sur le handicap mental et psychique qui est intéressant, parce qu'encore une fois, c'est des sujets dont on entend très peu parler. J'ai écrit un article sur le design accessible et je pense que je vais continuer, j'ai prévu d'écrire la suite. Je donne aussi une formation sur le design accessible qui peut peut-être vous intéresser. Et puis voilà, j'ai fini. Merci.